Bonjour. Ce n'est un secret pour personne, la situation sanitaire est hallucinante partout dans le monde et en Belgique, elle est réputée être la pire d'Europe. Juste pour situer, je me trouve dans l'une des régions de Belgique les plus touchées. Je suis personne à risque, victime toute désignée du Covid-19, en danger permanent de mort depuis maintenant 10 mois. Et si nous faisions un petit récapitulatif de ce qui cloche dans cette étrange et inquiétante pandémie, si après cela vous criez encore au complotisme, si vous croyez encore que tout est normal, alors c'est peut-être moi qui ne le suis pas. Générique. Dès le début, on nous raconte que la pandémie doit son origine à l'intervention de chauves-souris ou de pangolins dans un marché de Wuhan, près d'un P4, un laboratoire d'études et de recherche sur les agents hautement pathogènes. Ce n'est pas une invention, ça, c'est un fait. Laboratoire extrêmement protégé et surveillé, où un SDF a néanmoins pu passer la nuit. Là, c'était à Lyon, en France, mais on parle du même niveau de surveillance et de sécurité. Madame Alexandra Henrion-Claude, généticienne et ex-directrice de recherche à l'INSERM, prétend pour sa part que l'étude du génome présente des caractéristiques qui font penser à une fabrication artificielle du virus. Là, il ne s'agit pas d'une affirmation certaine, mais disons plutôt d'une question de probabilité. Il serait étonnant, mais pas impossible, que le virus soit d'origine naturelle. Monsieur Montagnier, prix Nobel, tient des propos assez semblables. L'affaire serait-elle donc intentionnelle? Alors, je rappelle une fois encore, pour ceux qui ne connaissent pas mes vidéos, que les questions ne peuvent en aucun cas être incriminées selon un principe juridique bien connu. Seules les réponses le pourraient, or je ne les formulerai pas. Par ailleurs, en principe, devrait encore subsister le droit à l'expression d'opinion, tout un chacun restant libre d'y adhérer ou pas. Dès le début de la pandémie, l'hydroxychloroquine, pourtant médicament essentiel selon l'OMS, est désignée comme substance vénéneuse. Sa prescription se voit interdite, les pharmacies ne peuvent plus en délivrer, même sous prescription médicale. L'IHU de Marseille ne sera plus fourni et les résultats prometteurs, j'ai dit prometteurs, du professeur Raoult, une sommité mondiale, ne pourront qu'en pâtir. En lieu et place, on propose un autre médicament dont l'efficacité est pour le moins contesté et dont on sait pertinemment qu'il présente des dangers. La seule affaire de l'hydroxychloroquine et des études qui en ont été faites mériterait une cinquantaine de vidéos d'une heure. Elles ont été faites et plus encore, elles sont en ligne, même YouYou ne s'y oppose plus. Tout le monde connaît à présent l'immense polémique qui règne autour de cette affaire et de bien d'autres. Les masques inutiles qui deviennent indispensables, les confinements qui mettent des secteurs entiers de l'économie mondiale en péril, là où certaines nations qui n'ont nullement confiné présentent des résultats supérieurs, l'opportunisme gouvernemental qui profite de la situation pour faire passer des lois abominables, l'arrogance de nos dirigeants qui ne ferment pas les frontières, n'assurent aucun contrôle fort de leur système hospitalier ô combien supérieur et performant, qui accusera pourtant des dizaines de milliers de morts. Des départements entiers qui seront placés en zone rouge, alors que leur territoire ne comporte que 2 victimes ou un nombre dérisoire, mais aussi, il faut bien le dire pour être objectif, un engorgement spectaculaire des hôpitaux qui ne peuvent plus suivre, notamment parce que, fort de leur première expérience, le nombre de lits a été réduit au lieu d'être augmenté comme l'aurait voulu le principe de précaution le plus élémentaire. Il est vrai qu'il ne sert pas à grand-chose de disposer de plus de lits si on ne dispose pas du personnel suffisant pour s'occuper des malades. Qui a pourtant instauré des numerus clausus? Qui n'a pas répondu aux doléances du personnel infirmier, depuis longtemps en détresse? Qui n'a pas accordé les subsides? Qui n'a pas renouvelé le stock stratégique de masques? Mais soit. Nous sommes confrontés à un virus dont les premiers symptômes sont étrangement semblables à ceux du rhume ou de la grippe. Une grippe saisonnière qui, cette année, s'est montrée particulièrement timide, sinon absente.
Assez bizarrement, les personnes qui sont à la tête de nos pays n'ont cessé de crier au loup quant au spectre d'une deuxième vague, laquelle ne répond pourtant pas au scénario classique de ce type de pandémie. C'est un peu comme s'ils avaient espéré, redouté, mais aussi souhaité cette deuxième vague, et j'hésite à utiliser le mot seconde, puisqu'on évoque déjà une troisième et même une quatrième vague, encore plus inhabituelle. Et pourquoi pas un Covid-21, un Covid-23, un Covid-25, etc. Cette deuxième vague fait pourtant fi de toutes les grandes manifestations à rassemblement et éclate enfin au moment de l'année où bien rares sont ceux qui n'ont pas la boutonnée, la gorge qui gratte, l'éternuement qui survient avec ou sans fièvre. Les cas suspects sont donc légion au moment précis où l'on réalise un effort monumental pour tester la population, quitte à utiliser des taux d'amplification trop importants qui décèleraient la grippe que vous avez contractée il y a 10 ans. J'exagère à peine, vous l'avez compris. Cela correspond également à l'époque où l'indicateur principal pandémique passe de la létalité au nombre de cas positifs, y incluant donc les asymptomatiques. N'oublions pas aussi que les call centers ont été renforcés de manière à pouvoir désigner les personnes qui auraient pu être contaminées et que l'on a mis en œuvre des applications de smartphone qui jouent à peu près le même rôle. Cela s'est-il fait dans un réel but sanitaire ou par souci d'obtenir, entre autres, un nombre impressionnant de personnes éventuellement concernées? Concernées, oui, parce que positives, mais pas forcément malades pour autant. En attendant, ne nous y trompons pas. Le nombre de morts a très considérablement augmenté en peu de temps et c'est évidemment très préoccupant. Un mort est toujours un mort de trop. Malheureusement, nous n'avons toujours aucune possibilité de vérifier les chiffres et sommes donc toujours bien obligés de faire aveuglément confiance à nos autorités, lesquelles ont d'ailleurs peut-être raison, je n'en disconviens pas. Mais pourquoi est-ce que je me sens obligé de soupçonner des exagérations ou une manipulation lorsque la première vague a été émaillée d'une interdiction de procéder à des autopsies et où les crémations étaient privilégiées dans un contexte où les témoins étaient forcément écartés par les risques de contagion? Est-ce que cela ne ressemblait pas à une volonté d'occultation? Que faut-il penser de ces tests qui sont revenus positifs du labo alors que les échantillons concernaient une chèvre ou une papaye? Est-ce que cela aurait été plus clair pour vous si je vous avais parlé d'un lampadaire? Pourquoi autant de chiffres nous ont-ils été proposés pour se faire ensuite qualifier de catastrophistes par certains spécialistes dont d'aucuns faisaient d'ailleurs partie du conseil scientifique qui inspirait les décisions de notre gouvernement, mais qui se sont vus écartés de leurs fonctions, distanciés par leurs pairs ou démis de leurs fonctions, alors même que jusque-là ils faisaient partie de la même autorité? Pourquoi parle-t-on d'abondance de l'engorgement actuel des hôpitaux alors que le même phénomène s'est produit lors des années précédentes à la même époque, transfert de patients compris, détresse du personnel incluse, à l'instar du manque de matériel et de produits, mais sans que l'on en fasse une problématique particulière? Si les dispositions restrictives et liberticides appliquées de longue date étaient efficaces, comment se fait-il qu'elle n'ait pas entraîné le moindre résultat à en juger de la situation actuelle? Et pourquoi persister dans des techniques qualifiées de moyenâgeuses dont l'efficacité n'est attestée par aucune étude scientifique? Comment se fait-il que l'opposition politique soit aussi longuement muette ou que lorsqu'elle se manifeste enfin, c'est pour réclamer des mesures plus fortes encore, histoire de s'aligner sur nos voisins en dépit des critiques acerbes dont ils font l'objet, au point d'aboutir qui à une vague de perquisitions, qui à une commission d'enquête extra-parlementaire, qui à un recours au Conseil d'État et qui a de plus en plus de fréquentes manifestations, parfois réprimées à coups de grenades lacrymogènes ou d'autopompes. Tout ceci sans tenir compte d'une quantité importante de pétitions, voire de certaines publications médiatiques, il est vrai, parfois un peu perdues au milieu d'une belle uniformité suivant le consensus général. Cette unité, d'ailleurs doublée de l'incroyable vague de censure qui n'est plus à démontrer, ne vous paraît-elle pas elle-même au moins un peu bizarre? En dehors de ceux et celles qui auront connu la Seconde Guerre mondiale, y en a-t-il beaucoup parmi vous qui auront ressenti aussi longtemps un climat de peur omniprésente?
La peur du virus et de la mort, la peur de la souffrance et de l'abandon, la peur de la contamination et l'impression d'évoluer en permanence au milieu d'un environnement suspect, peuplé de pestiférés, la peur des gens masqués qui rappellent continuellement l'existence du danger, la peur de perdre son emploi, la peur de ne pas pouvoir boucler les fins de mois, la peur de la faillite, la peur de perdre un être cher, la peur de présenter le moindre symptôme, même anodin, la peur d'être testé positif, la peur de ne plus pouvoir être soigné, même si l'on est atteint d'une maladie grave, la peur pour ses enfants, la peur de la délation, la peur de l'amende et donc la peur du policier, ou même la peur que, bientôt, l'armée débarque dans nos rues. Est-ce que j'exagère? Je ne le crois pas, je pense au contraire en avoir oublié, et pas qu'un peu. Je ne vais pas continuer à vous assommer de la sorte, mais en réalité je pourrais continuer comme ça pendant des heures. Il se pourrait bien entendu que nous soyons aux prises à un variant un peu inattendu du virus qui aurait pris tout le monde de court. Pourtant, il serait maintenant difficile de prétendre que nos autorités n'avaient pas prévu la deuxième vague. Dans ces conditions, comment expliquer que celles-là même, qui peuvent déjà prévoir que nos problèmes se poursuivront jusqu'au moins fin mai, puissent se trouver en pénurie d'oxygène alors qu'elles sont confrontées à un virus respiratoire? Ce point que je vous relate fait l'objet d'un cas spécifique qui ne peut peut-être pas être généralisé à l'ensemble de notre pays. C'est la raison pour laquelle je ne le cite qu'à titre d'hypothèse et non d'affirmation ferme. Il s'agit cependant d'une constatation concrète, vérifiable au moment même où je vous parle, et peut-être seulement provisoire, en tout cas je l'espère. Je l'espère pour l'intéresser. Permettez tout de même que je le trouve au moins un peu bizarre, dans un contexte où il est question de libérer des lits, de soulager le personnel débordé, quitte à régler ce qui le peut en ambulatoire. Y aurait-il donc aussi des dysfonctionnements, au moins ponctuels, qui feraient office de paradoxe, qui auraient aussi un goût de déjà-vu? Dans tout ce bois, j'entends, comme tout le monde, un flot de nouvelles qui aurait de quoi plonger dans la dépression, mais aussi se poser pas mal de questions. Par exemple, un ministre de la Santé qui se dit choqué de sa visite dans un hôpital liégeois et qui s'exprime les larmes aux yeux. Un super champion de football qui se fait tester 2 fois positif au coronavirus, mais qui se porte bien. Un gardien de but qui joue en haute compétition contre le Standard de Liège, juste avant de se faire tester positif, mais qui reprend la compétition 2 semaines plus tard. Un président des États-Unis qui se relève de la maladie après seulement 4 jours. Un président russe qui propose un vaccin testé sur sa propre fille, mais dont on n'entend plus parler. Je parle du vaccin, je ne parle pas de la fille. Une Chine qui se trouve maintenant apparemment complètement débarrassée du virus, alors que ce dernier poursuit sa course folle dans le reste du monde. Le continent le plus pauvre se porte relativement bien face au Covid-19, là où les pays les plus riches trinquent un max, malgré la fermeture des cafés, des restaurants, des discothèques et l'interdiction de la vente d'alcool. D'aucuns s'imaginent encore que les complotistes radotent, comme d'habitude. Un internaute me faisait récemment la réflexion plutôt mordante, selon laquelle mes prédictions ne se réalisaient en aucune façon, notamment en ce qui concerne la disparition de l'argent en cash. Alors c'est vrai que le liquide s'écoule toujours, c'est d'ailleurs ce qu'il fait d'habitude. Il faut toutefois signaler qu'au plus tard en 2018, j'ai dit au plus tard en 2018, les économistes que j'avais consultés, les économistes professionnels, ils m'avaient annoncé la programmation de la disparition du cash pour 2030 ou 2035. Autrement dit, on avait encore le temps, mais c'était bien prévu. Aujourd'hui, ne pensez-vous pas que le processus ait été largement accéléré par l'opération coronavirus? Les paiements par carte ou sans contact ont augmenté de 40% vers le milieu de l'année. Je n'ai pas dit que à ce moment-là, au début de l'année, c'était zéro, hein, non, il y avait déjà un certain pourcentage, c'est donc 40% en plus. Et ça ne fera qu'augmenter. Pratiquement toutes les activités doivent, pour leur réservation, leur commande, leur paiement, passer par Internet avec identification et bien sûr, équipement informatique. Même pour se réserver un coin de plage au littoral, pour aller au spectacle, se procurer un livre, entrer dans un parc animalier ou d'attraction, ou encore pour consulter son dossier médical. Des personnes âgées dépourvues pour beaucoup de tout équipement informatique
et souvent même d'un simple téléphone portable de base, se voient réclamer la somme de 7 euros pour un virement papier. Les grandes surfaces privilégient le paiement par carte. Les agences bancaires, lorsqu'il y en a encore, sont désertées de leurs guichetiers ou bien leurs services deviennent payants et sur rendez-vous. La conclusion est facile à tirer. Tout est engagé pour une informatisation en masse et pour la disparition du cash, probablement en faveur de futures crypto-monnaies. C'est vrai qu'il y a eu un retard à l'allumage, sans doute à cause de l'échec de la première offensive de l'opération coronavirus. Mais la deuxième manche, ou la troisième, ou la quatrième, devrait avoir raison de nos billets et de nos pièces, avec de nouvelles tragédies à la clé. En tout cas, bien avant 2035 et même bien avant 2030. Et en attendant, selon vous, à quoi pourrait-on bien raccrocher cette intense politique d'informatisation généralisée dont une partie passe par l'éducation à distance pour ce qui est de nos écoles et une autre par le télétravail obligatoire? Complotisme délirant aussi à propos de l'implication du satanisme des réseaux pédophiles ou criminels dans le développement du mondialisme et du nouvel ordre mondial qui verra la réduction de l'humanité en esclavage, mais aussi sur le plan démographique. Pourtant, en Allemagne, c'est un ensemble de 30 000 personnes qui ont été inquiétées par les autorités à propos d'une affaire de pédopornographie. Oui, 30 000. En France, c'est le numéro 2 de cette activité qui est tombé il y a peu, le numéro 2 mondial. En Belgique, à la frontière avec les Pays-Bas, c'est une chambre de torture qui a été découverte, ainsi que d'autres containers au rôle plus que louche, et probablement très peu catholique. Découverte aussi au Portugal et ailleurs, tandis que dans notre pays, Marc Dutroux s'entête dans sa version des réseaux et peut-être aussi que notre gouvernement continue de faire la sourde oreille sur tant d'autres affaires qui ont été évoquées en la matière, mais consciencieusement étouffées. En tout cas, le net regorge à présent de vidéos et de documents qui semblent attester de la réalité de la chose. Je rappelle que de nombreux équidés sont victimes de mutilations mystérieuses dans lesquelles la piste satanique n'est pas écartée, que nous sommes sous couvre-feu en période d'Halloween et de Toussaint, que Netflix débat contre de nombreuses accusations d'incitation à la pédophilie avec le film Cuties, qui signifie mignonne en français. Faut-il aussi citer cette lettre d'un nonce apostolique adressée au président américain Donald Trump pour dénoncer l'établissement du mondialisme, du régime totalitaire, mais également d'autres allusions bien senties que je préfère ne pas exposer ici. Je terminerai par l'un ou l'autre conseil. Tout d'abord, bien que l'on en voit les prémices un peu partout, j'invite la population à éviter l'affrontement physique avec les forces de l'ordre. La violence ne sera certainement pas la meilleure solution et il y a fort à parier que ce serait justement ça qu'attendraient nos gouvernements. Car de cette façon, il leur deviendrait facile de faire descendre la milice dans nos rues, ce qui précipiterait l'État totalitaire. Je ne pense vraiment pas que ce soit souhaitable. Le deuxième conseil est relatif aux élections présidentielles américaines. Détrompez-vous si vous vous dites que puisque ça se passe à l'autre bout du monde, cela n'aura aucune influence sur nos pays. Cela aura bel et bien une importance et elle ne sera pas du tout négligeable. J'ai mes préférences personnelles qui entrent pleinement en adéquation avec mon discours, mais je n'en ferai pas état parce que ce n'est pas le plus important. En revanche, je n'ai pas de boule de cristal et je ne peux pas prédire qui sera l'heureux élu. Pour ceux qui ont suivi toute l'affaire et ses coulisses, lesquelles apparaissent rarement dans les médias mainstream, qui préfèrent généralement critiquer vertement Donald Trump, je dirais qu'il ne convient pas, selon moi, d'espérer un rôle exagérément salvateur que ce dernier pourrait jouer. En réalité, tant pour le résultat des élections que pour ses conséquences, nous ne pourrons apprécier tout cela qu'a posteriori. En bien ou en mal. Peut-être même la situation sera-t-elle plus nuancée.
Ce qui me paraît évident, par contre, c'est qu'il convient de compter surtout sur nous-mêmes, car en tant que citoyens d'États souverains, c'est avant tout à nous de faire la différence. Mon dernier conseil, avant de nous quitter, va peut-être vous paraître farfelu ou déplacé, je ne sais pas. Vous en ferez ce que vous voudrez, d'autant que ce n'est pas difficile, que ça ne prend guère de temps et que c'est à la portée de tout le monde. L'idée est de provoquer un égrégore. Pour cela, il vous suffit grosso modo de prier, quelle que soit votre religion, si vous en avez une, peu importe, mais de prier avec force, avec ferveur, avec sincérité, mais surtout en masse. Alors, vous n'avez pas besoin de prendre des dispositions particulières pour que tout ça arrive en même temps. Ça arrivera toujours, grosso modo, en même temps, on mettra tout ensemble. Vous arrangez pas, vous inquiétez pas, ils s'arrangeront bien à la poste. Nous sommes environ 8 milliards de personnes sur la planète, et même s'il y en a forcément un peu moins qui soient en âge de prier, cela représente malgré tout une force très considérable. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais le procédé, même s'il ne permet pas à lui seul de vaincre l'adversité, va constituer une force terrible qui mettra de solides bâtons dans les roues de l'ennemi. Je vous expliquerai dans une autre vidéo comment fonctionne ce procédé de l'égrégore. Le secret du procédé est très simple, ici pour s'exprimer dans les grandes lignes. Il agit en quelque sorte par la conjonction d'une multitude de volontés pures. C'est l'union qui fait la force, et c'est vrai dans le cas présent aussi. On est évidemment dans le domaine spirituel, hein. Mais ce n'est pas tout, car il y a un point important à respecter absolument. Ne pas souhaiter de mal. Vos prières doivent aller dans le sens du bien. Il ne s'agit pas, par exemple, de prier pour la destruction totale du satanisme, mais par exemple pour que nous soyons délivrés de ses œuvres, pour que l'amour soit vainqueur, pour que justice soit rendue en laissant le soin à cette entité supérieure que vous nommerez comme vous le désirez, en laissant donc à cette entité supérieure le soin de rendre la justice en question comme cette entité l'entend. En ne souhaitant aucun mal à personne et en ne demandant que le bien, vous vous éviterez aussi le triple choc en retour. Vous pouvez vous moquer et ne pas me croire, ça m'est complètement égal. Mais le faire ne vous coûtera rien, mais ça pourra rapporter gros, gros, très gros. Faites comme vous voulez, moi je l'aurais dit. Voilà, j'en ai dit assez pour aujourd'hui. Vous aurez sans doute compris, puisqu'il est question d'une œuvre de masse, que aujourd'hui, plus que jamais, il serait particulièrement opportun de partager le plus possible cette vidéo, pas pour faire le buzz, mais pour inviter un maximum de personnes à participer à cet égrégore. Et je vous prie de croire que c'est beaucoup moins stupide, beaucoup moins farfelu que vous pouvez l'imaginer. On aura l'occasion, encore une fois, d'en reparler dans une autre vidéo. Il me reste à vous souhaiter plein de bonnes choses. On va suivre les élections avec beaucoup d'intérêt. On va voir ce qu'il en ressortira. Et on aura également encore l'occasion d'en débattre. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Ça me fait penser à une chanson. Portez-vous bien, prenez soin de vous. À bientôt. Salut.